Bonjour Grégory, bonjour à tous. Donc mon nom est Anne et je suis, comme tu le mentionnais, conseillère en transformation organisationnelle chez IDEO. IDEO, c'est un collectif créatif de services conseils en gestion alternative et en technologie. Et notre raison d'être, c'est d'accompagner les entreprises à mettre en place la gestion alternative et la technologie de sorte à créer des environnements de travail plus sains, efficients et engageants. Et on est basé au Canada, donc à Montréal. Et je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Alors, je dirais qu'il y a un premier défi qui est très contextuel à la période économique dans laquelle on se trouve. C'est un contexte économique qui est difficile, qui est assez incertain. Les organisations doivent faire plus avec moins de ressources. On voit des coupures budgétaires, on voit des licenciements, beaucoup de pression à l'adaptation rapide et à se repositionner en permanence par rapport aux nouvelles injonctions du marché. On voit aussi dans le marché beaucoup de bruit par rapport à la posture des gestionnaires, qui est devenue plus inconfortable depuis quelques années, parce qu'on demande aujourd'hui aux gestionnaires d'être à la fois des stratèges, des coachs, des facilitateurs, des garants de la performance, des vecteurs de bien-être. Ça fait beaucoup. Finalement, on leur demande d'incarner l'autorité tout en pratiquant un leadership empathique et inclusif. Puis toutes ces injonctions qui peuvent sembler parfois contradictoires ou antinomiques, ben, ça crée une certaine tension dans ce rôle-là. On voit d'ailleurs dans pas mal d'études et de sondages qu'en proportion, les gens aujourd'hui sont moins intéressés par des postes de gestion, notamment des postes de gestion intermédiaire. Donc ça amène les organisations à se questionner autour de ces sujets. Et puis de manière plus générale, on voit que l'expression du leadership, c'est un sujet en ce moment sur le marché, et ce, quel que soit le modèle de gestion que les entreprises privilégient. Un autre défi qui revient fréquemment auprès des entreprises vers qui on intervient, c'est la place du propriétaire de l'entreprise ou de la haute direction. Donc, on observe des goulots d'étranglement décisionnels assez forts. Et finalement, pour des entrepreneurs, par exemple, qui se lancent en entrepreneuriat en quête d'une certaine liberté, ils se retrouvent un peu pris au piège dans les rouages des goulots d'étranglement décisionnels. Donc c'est dommage, on a un paradoxe en fait, on devient entrepreneur pour être libre, mais le fonctionnement actuel des organisations, et donc ils sont en recherche parfois de trouver des façons de sortir de ce paradoxe-là et de retrouver une forme de liberté. Autre enjeu qu'on retrouve dans quasi toutes les organisations, et ce, quelle que soit l'industrie, quelle que soit la taille d'entreprise, c'est les enjeux de clarté organisationnelle. Qui est responsable de quoi, clarifier les processus, clarifier les rôles, c'est assez majeur, et c'est souvent aussi une porte d'entrée des gens qui se tournent vers nous parce que on voit que cette clarté-là, elle impacte énormément l'efficience aussi au quotidien. Et la réactivité et les goulots d'étranglement décisionnel, tout est très lié. Donc nous, finalement, ce qui nous motive dans notre travail, ben, c'est de savoir qu'il existe des modèles et des pratiques de gestion qui permettent d'adresser ces points de friction qui sont très coûteux, autant financièrement que du côté de l'épanouissement des travailleurs. Et ici, on ne parle pas de donner juste quelques conseils abstraits par-ci par-là, mais bien d'accompagner les organisations à sortir du statu quo avec des outils concrets et un accompagnement rapproché dans la mise en place de ces outils. Alors nous, on les aide à se transformer en repensant le modèle et les pratiques de gestion pour créer des environnements de travail plus sains, engageants et efficients, qui rejoint notre raison d'être directement chez IDEO. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi cette voie de service? C'est parce que nous, on a la chance d'évoluer dans la gestion alternative depuis 10 ans maintenant chez IDEO, et on ferait jamais marche arrière. Et en fait, on s'est dit, on peut pas garder cette connaissance et cette expérience pour nous. Donc, on s'est donné comme mission d'aider d'autres entreprises à atteindre ce niveau de clarté, d'efficience et d'épanouissement que nous, on a trouvé chez IDEO et que nos clients ont trouvé aussi au fil des années. Et on a regroupé ce volet de service sous un terme qu'on appelle la gestion alternative, donc l'accompagnement vers la gestion alternative. Et pour nous, ce terme-là, il désigne toute approche de gestion qui dévie du standard de gestion hiérarchique pyramidale, qui est encore le standard très prédominant sur le marché. Donc, on peut mettre quand même beaucoup de choses derrière ce terme-là et beaucoup de réalités d'entreprise. Mais c'est ça. C'est un peu comme ça qu'on le définit. Puis l'accompagnement, il prend pour nous plusieurs formes en fonction du contexte organisationnel et de la nature des enjeux sur lesquels on intervient. Quand on intervient sur un enjeu de manque de clarté, qui est un des enjeux mentionnés juste avant, eh bien, on s'intéresse aux rôles et responsabilités, on s'intéresse à la clarté des processus. On vient notamment aider les entreprises à modéliser leur structure par rôle plutôt que par titre. On vient les aider à documenter leurs processus actuels et leurs processus souhaités.
Et puis, on se concentre vraiment sur ce dont l'entreprise a besoin pour bien fonctionner. On a réalisé ce travail aussi bien dans des entreprises de 1500 personnes que de 10 personnes. Donc, et dans des industries aux antipodes aussi. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un sujet qui touche tout le monde et par lequel la façon d'œuvrer et de répondre aux problèmes peut prendre différentes formes. Mais finalement, on se retrouve toujours voilà, je cafouille. Je pourrais couper la fin, là, c'est pas grave. L'essentiel a été dit. Ensuite, quand on s'intéresse à un accompagnement au niveau de la collaboration, on va s'intéresser plutôt à la mécanique des réunions, aux principes de collaboration qui sous-tendent le travail collectif. On s'intéresse à l'efficacité de la dynamique d'équipe, qui est un point super important aussi et pour lesquels on a des super beaux outils. On va aller implanter quelques bonnes pratiques issues des modèles de gestion alternative qu'on connaît bien. Et ce qui est intéressant dans les enjeux de collaboration, c'est de voir que des tout petits ajustements peuvent amener énormément de bénéfices et ce, assez rapidement. Ensuite, on intervient parfois sur des enjeux de posture. Donc, on peut aider les individus à mieux énergiser leur posture de leadership avec les outils qui sont à leur disposition selon le modèle de gestion dans lequel ils se trouvent. Parce que, par exemple, le leadership, il s'exprime pas tout à fait de la même manière dans une structure très pyramidale traditionnelle et dans un modèle de gestion alternatif parce qu'il n'est pas forcément dans les mêmes mains, il n'a pas la même saveur. Donc, d'accompagner les individus à s'approprier ce leadership selon le modèle dans lequel ils se trouvent, c'est assez intéressant et fascinant comme approche. Et puis, on a aussi un volet d'intervention qui est un peu plus récent aussi, qui est le volet éducatif. On a fait le choix tout récemment d'ajouter un volet éducatif à notre offre d'accompagnement avec notamment une cohorte de formation sur la gestion alternative qui va débuter d'ailleurs cet automne pour la première édition. Et on souhaite finalement outiller les organisations pour qu'elles puissent amorcer cette transformation et continuer à nourrir leur curiosité au sujet de ces aspects-là, parce que nous, ce qui nous est apparu comme une évidence depuis quelques années, quand on parle à des acteurs du marché, c'est qu'on se rend compte, dès qu'on parle d'autogestion, gestion alternative, se libérer, les gens ont les yeux qui commencent à s'éclairer. Il y a une petite lueur, une étincelle qu'on vient créer. Mais souvent, les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce que ça mange en hiver, comme on dit au Québec. Ils ne savent pas comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre, par où est-ce qu'on commence. Et on s'est dit, bon, au nombre de bras qu'on a chez IDEO, on reste une petite équipe. On peut pas aider 150 entreprises en même temps à aller vers ces modèles-là. Donc, on s'est dit, notre façon d'impacter le marché le plus rapidement possible, avec le moins de ressources possible, c'est à travers la formation. Donc, de commencer à outiller les personnes, commencer à nourrir cette curiosité pour les aider à faire le premier pas et à se lancer et à sortir aussi de l'idée qu'il faut tout faire d'un coup pour que ça marche. Ça, c'est une super belle question. Première chose, je pense qu'il faut pas qu'on tombe dans la pensée magique. On rencontre parfois des gens qui pensent que transformer leur modèle de gestion, ça va soudainement mettre fin à tous les problèmes, un peu comme par magie. Puis c'est pas le cas. Certains défis vont persister en gestion alternative. C'est juste que avec la gestion alternative, on a des mécanismes beaucoup plus clairs et transparents pour adresser ces enjeux-là. Et ça change vraiment la donne. Deuxième chose, je pense qu'il y a une posture de curiosité, d'ouverture et même d'audace à développer quand on se lance dans ces transformations-là, parce que ça prend beaucoup de curiosité et d'ouverture pour s'aventurer sur un chemin qui n'a pas encore été bien défriché. On reste sur des modèles qui ne sont pas majoritaires sur le marché en ce moment si on compare avec l'ensemble des organisations. Et donc, ça prend des pionniers un peu aventureux pour marcher sur ce chemin avant les autres. Une autre posture qui, je pense, est très difficile à faire basculer, mais qui est ultra centrale, c'est basculer d'une posture de contrôle à une posture de confiance. Quand on se retrouve à marcher sur ce chemin de l'entreprise ou de la gestion alternative, eh bien, on doit faire confiance aux personnes avec qui on travaille, confiance dans le fait que chacun va faire de son mieux pour le bien du collectif, confiance dans le fait qu'on a recruté des gens qui connaissent leur métier et qui ont des choses à dire qui sont intéressantes. Ce qui nous amène à une autre posture qui est tout aussi intéressante et tout aussi complexe, c'est la posture d'humilité. Parce que finalement, dans ces modèles-là, la personne qui détient la solution, c'est souvent celle qui est au plus près du problème, ou en tout cas, il faut partir de ce postulat pour laisser de la place aux autres quand le sujet ne concerne pas notre carré de sable. Et ça demande un gros recul et de mettre son ego de côté à travers cette posture d'humilité. Un autre aspect de mindset qu'il faut travailler, c'est le courage de s'observer soi-même dans cette transformation-là, surtout quand on est un leader, un dirigeant et qu'on s'embarque sur ce chemin de la gestion alternative. C'est est-ce que j'ai le courage en tant que dirigeant ou dirigeante
de me regarder le nombril une fois de temps en temps et me demander est-ce que mon comportement cette semaine a aidé notre transformation ou est-ce que ça freine notre démarche, est-ce que ça nous fait reculer. Pas facile, ça demande un pouvoir d'introspection, une capacité d'introspection assez grande. Et puis la dernière petite chose, je dirais que ça prend un petit soupçon de rêve et d'utopie aussi à travers tout ça, parce que je pense que les personnes qui réussissent dans la voie de la gestion alternative, elles sont souvent portées par la perspective d'un monde du travail plus simple, plus efficient, plus engageant. Finalement, pour être un pionnier dans ce domaine-là, ben ça prend cette petite part de rêve dans un marché où, encore une fois, ces modèles sont encore minoritaires. Pour nous, elle joue un rôle central. La technologie, si on fait une petite analogie, c'est un peu comme le système nerveux d'une organisation. Elle est partout, elle infuse toutes les façons de faire, tous les comportements. Et dans le contexte spécifique de la gestion alternative, je dirais que la technologie, ça permet d'aller plus vite dans cette transformation. Ça permet aussi d'illustrer les concepts visuellement, de poser un cadre, de fluidifier les échanges. Puis ça permet tout de suite de se raccrocher à quelque chose de concret. Donc on sort des simples concepts abstraits et on rend la transformation très concrète et très visuelle pour tout le monde à l'intérieur de l'organisation. Nous, par exemple, ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on utilise la solution de TalkSpirit chez nous et chez la plupart de nos clients. Parce que pour nous, c'est à ce jour la solution technologique la plus aboutie pour soutenir la transformation vers la gestion alternative. Et ce qui est intéressant, c'est que selon le contexte organisationnel et les besoins des clients, on va s'en servir pour différentes choses et avec différentes modalités. Et c'est la beauté de l'outil, c'est parce qu'il y a une grande flexibilité dans les fonctionnalités. Donc, en fonction de où est-ce qu'on est rendu dans l'implantation de la gestion alternative et du besoin du client, on peut aller chercher les modules qui nous intéressent le plus dans la plateforme. Par exemple, on a eu des clients qui fonctionnent encore dans un modèle hiérarchique, mais qui avaient besoin d'amener de la clarté sur les rôles et responsabilités. TalkSpirit a pu répondre à ce besoin et nous a aidé grandement. Un autre client qui avait besoin de faciliter la collaboration entre plusieurs équipes, mais même surtout plusieurs compagnies, parce que c'est dans le contexte d'un consortium. TalkSpirit a été la réponse aussi à cet enjeu-là. On a en ce moment un client qui avait, oui, un enjeu de clarté de rôle et responsabilité, mais qui voulait aussi travailler sur l'alignement des objectifs. On va pouvoir faire tout ça avec TalkSpirit. Donc, c'est beau d'avoir des plateformes qui nous soutiennent dans ces enjeux-là, finalement. C'est comme des blocs qu'on empile les uns sur les autres et qui permettent à chaque organisation d'implémenter des nouvelles composantes à leur rythme. Ouais, bah, j'ai plein d'exemples, mais je vais en choisir un pour pas m'éparpiller. Et puis personnellement, même en connaissant tous les bénéfices de la gestion alternative, parce que ça fait 10 ans que je les vis au quotidien, j'ai encore été émerveillée de voir ce que ça pouvait créer chez des clients, ne serait-ce qu'en implémentant un morceau de notre recette de la gestion alternative, si on peut dire qu'on a une recette, parce que il y a pas deux fois la même recette parfaitement identique chez des clients, mais il y a quand même certains ingrédients qui reviennent souvent. Et l'un de ces ingrédients-là, bah, c'est la fameuse structure par rôle. Chez un de nos clients, le besoin le plus criant, c'était ce besoin de clarté sur les rôles et les responsabilités de chacun. On les a aidés à cartographier tous les rôles de l'organisation. Puis on parle environ ici de 950 rôles uniques, une entreprise de 1500 personnes, réparties en 23 endroits différents au Québec. Et on les a aidés à modéliser leur structure sous forme de rôles et de cercles à travers d'ailleurs TalkSpirit. On les a soutenus dans la gestion de changement et l'adoption de cette nouvelle structure. Ce qu'il faut comprendre pour peut-être comprendre la suite des bénéfices, c'est que dans une structure par rôle, chaque individu peut incarner plusieurs rôles dans l'organisation. Pas nécessairement, parfois c'est un seul rôle, mais ça peut aussi être plusieurs rôles, et ce, dans plusieurs cercles, dans plusieurs équipes. Donc, chaque rôle, finalement, vient représenter un carré de sable de responsabilité très clair dans lequel les individus peuvent agir. Et finalement, la structure par rôle est venue, chez ce client-là, modéliser la contribution réelle des personnes ainsi que leur champ de responsabilité aux différents endroits de l'organisation, selon leur contribution réelle. Et parmi tout ce dont on a été témoin, par exemple, pendant l'exercice de cartographie, on a des individus clients-là qui avaient tendance à en prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup et à pas en lâcher beaucoup parce que besoin de contrôle un petit peu sur leur périmètre d'action. En faisant l'exercice de documentation des on s'est rendu compte que, ouf, en fait, j'en ai énormément dans mon assiette, c'est pas très sain et c'est pas la meilleure répartition de la charge de travail possible au sein de l'équipe. Ça les a amenés, eux, à faire ce travail de réalisation et de conscience pour ensuite qu'ils soient capables de transférer certains de leurs rôles à d'autres personnes en fonction de ce dans quoi ils avaient le plus de valeur.
On a vu aussi d'autres personnes réaliser soudainement qu'ils n'étaient pas du tout dans le bon rôle. Quand on a pris le temps de clarifier c'est quoi la raison d'être de ce rôle-là et les redevabilités associées, puis des gens qui réalisent que oups, en fait c'est pas le meilleur fit avec mes compétences, puis je serais beaucoup plus utile dans ce rôle-là à côté, dans lequel il y a des besoins aussi, puis la chaise est vide. Donc on a assisté comme ça à des remaniements de rôles pour que chacun soit à sa bonne place en fonction de ses compétences, ses intérêts professionnels et des besoins organisationnels. J'ai vu aussi dans cette entreprise-là des membres de la haute direction très soulagés de voir enfin l'ensemble de leur rôle cartographié. Surtout, se rendre compte que dans certains cercles, ils ont des rôles très stratégiques, dans lesquels il faut qu'ils prennent cette place stratégique. Et dans d'autres cercles, ils ont des rôles plutôt de contributeurs opérationnels. Et ça vient finalement leur donner la légitimité, dans certaines situations, de prendre le lead parce que leur rôle l'exige. Et dans d'autres situations, de laisser le lead à d'autres rôles dans le cercle parce que c'est pas à eux de le prendre finalement. On a aussi vu, globalement, on nous a rapporté que dans cette entreprise-là, depuis qu'on a mis en place la structure par rôle, c'est plus facile pour tout le monde de savoir qui mettre autour de la table pour parler d'un sujet donné. C'est-à-dire que quand il y a une problématique ou un sujet à adresser, les gens réfléchissent maintenant en se demandant de quel rôle j'ai besoin pour avoir cette discussion, plutôt que quelle personne avec un gros pouvoir décisionnel on va mettre autour de la table, mais plutôt quel est le rôle qui va pouvoir contribuer à cette discussion-là. Et donc, toujours les bonnes personnes autour de la table, un gros gain de temps et d'argent pour tout le monde. Ensuite, on a vu aussi finalement une plus grande fluidité à l'embauche parce qu'il y avait un enjeu dans cette entreprise. Parfois de gens qui quittaient après quelques mois parce qu'il y avait une dissonance entre ce qui leur avait été présenté comme description de tâches puisqu'ils faisaient réellement une fois à l'emploi. Et à travers la structure parole, on a pu vraiment clarifier tout ça et les personnes qui font le recrutement se servent de la structure de rôle pour montrer aux candidats quels vont être ses futurs rôles s'ils rejoignent l'organisation. Donc ça permet de bien gérer les attentes à l'embauche. Et puis le cas d'usage qui est probablement le plus utile aussi pour eux en ce moment, c'est que quand quelqu'un quitte ou s'absente, à 1500 personnes, il y a beaucoup d'informations, quand quelqu'un quitte, il ne faut pas laisser des balles tomber entre deux chaises. Donc maintenant, ils ont un outil pour pouvoir visualiser clairement quels étaient tous les rôles de la personne et qu'est-ce qu'il va falloir redistribuer en interne ou à l'externe pour que ça continue à rouler. Donc c'est des beaux cas d'usage qui ont des bénéfices très concrets. Puis la liste est longue et tout ça, c'est juste en implémentant la structure par rôle qui est un seul ingrédient de notre recette de gestion alternative. Il faut imaginer si on implante tous les ingrédients, combien de bénéfices on peut aller chercher. Puis sur une note peut-être plus personnelle chez IDEO, on a aussi observé des membres d'équipe qui nous disent que maintenant qu'ils ont expérimenté ça, ils se voient plus travailler autrement qu'en mode de gestion alternative. On a vu des gens qui ont dû retourner dans des environnements plus traditionnels et qui ont trouvé ça pénible et inefficace après avoir connu la gestion alternative. On voit des gens qui arrivent dans des réunions avec un faible niveau d'énergie et qui ressortent avec plus d'énergie que quand ils sont arrivés en sortant d'une réunion. On a des gens qui nous ont dit que de nous voir opérer, ça leur a redonné de l'espoir dans le milieu du travail. On a discuté avec des pairs dans l'industrie et dans le domaine qui ont vu des organisations augmenter nettement leur performance organisationnelle, tant au niveau financier, satisfaction employée, clients, etc. Tout ça est vraiment très prometteur et nous qui pouvons le vivre de très près, on voit les bénéfices concrets que ça peut apporter. Je pense que mon conseil, ce serait que, on le sait, c'est souvent le premier pas qui est le plus difficile quand on amorce une transformation, quelle qu'elle soit. Mais c'est ce premier pas qui est aussi le plus décisif. Donc mon conseil, ce serait peut-être de faire en sorte que le premier pas soit pas trop gros pour pouvoir le faire, ce premier pas, et de pas hésiter à se faire aider, que ce soit à travers aller commencer à se former ou encore tester le modèle alternatif sur une seule petite équipe en interne avant de le déployer à grande échelle. Donc peut-être de découper le problème en plus petits morceaux et de commencer à faire un premier petit pas pour se lancer et continuer à nourrir sa curiosité sur ces sujets. On continue à se poser toutes les questions, je crois. On n'a aucune certitude sur rien à ce stade. On est toujours en questionnement de qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir encore sur ces modèles. Et je pense que c'est le cas de toute personne qui évolue dans ce domaine et qui côtoie des entreprises qui font le saut. Je pense qu'on a toujours aussi cette curiosité de se demander est-ce que ça va pouvoir vraiment
prendre le dessus à un moment donné dans le marché sur les modèles plus traditionnels? Est-ce que on va réussir à créer un point de bascule où il y aura plus d'entreprises en gestion alternative qu'en gestion traditionnelle? J'ai l'impression que oui, je pense que c'est la, c'est la tendance que ça prend et combien de temps ça va mettre à y arriver. L'avenir le dira. Puis en ce moment, on explore aussi, on se questionne, on se demande si la communauté, la force de la communauté peut créer un momentum dans le marché. On pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des super choses un peu partout et qui se donnent le mal d'essayer, de tenter. Plein d'entreprises d'ailleurs qu'on ne connaît pas encore et qu'il y a une communauté à créer autour de tout ça. On essaye de faire notre petite part des choses en créant cette communauté, que ce soit à travers la cohorte de formation en virtuel qui commence chez nous, qui va pouvoir rassembler différentes entreprises qui font déjà ou qui soit qui veulent aller vers ou qui ont déjà un pied dans la gestion alternative pour pouvoir échanger des connaissances et des perspectives concrètes sur la gestion alternative. On prépare aussi un événement à Montréal pour le 11 novembre qui devrait permettre à nouveau de connecter différentes organisations sur ces sujets en présentiel cette fois-ci. Et puis la communauté internationale est de plus en plus dynamique, je trouve, depuis quelques temps. Et on espère que c'est cette communauté qui va pouvoir porter finalement de nouvelles entreprises à faire le pas et à essayer de faire un pas en avant vers ces modèles.